Télérama, Cercle Polar, les dessous du roman noir. Salut et bienvenue dans le Cercle Polar. Bonjour Christine Ferniaud. Bonjour Michel Abesca. 3 livres, comme d'habitude en fait, 3 livres au menu de ce Cercle Polar. D'abord. Oui, pourquoi 3? C'est vrai. Oui. Peut-être qu'on devrait faire 3,5 la prochaine fois. Oui, c'est ça. En ne parlant que du début d'un livre. Oui, exactement. Comme le quai 9 3/4 pour aller à Poudlard, c'est voilà, ça? Exactement. D'accord. Alors, on y pense, on va voir. Pour l'instant, on reste à 3 livres. D'abord, Prémisse de la chute de Frédéric Paulin qui paraît chez Agulot. Ensuite, Sandrine Colette chez De Noël, Animal, son nouveau roman. Et puis, un étranger, un Irlandais chez Rivage, Stuart Neville, Ceux que nous avons abandonnés. On commence par Prémisse de la chute, ça vous va? Ça me va d'autant... Enfin, je ne non, vais pas... dites. Non, ça me va d'autant plus que j'attendais beaucoup ce deuxième volet de sa trilogie et je ne vais pas révéler un grand secret. C'est très réussi, mais je vous laisse parler. Pas tout, bon, on arrête. Hein. Voilà, vous pourriez dire aussi comment ça se finit, puis voilà, comme ça c'est bon. Mais ça se finit, mais ça se finit pas. Ça se finit pas. Non, effectivement, alors, Frédéric Paulin, juste d'un mot, et ça fait une dizaine d'années qu'il vit de l'écriture, il a été un petit peu prof, maintenant il écrit beaucoup, et il écrit d'ailleurs aussi, je crois, sous pseudo, des livres comme ça de manière purement alimentaire, mais sinon, il a publié une dizaine de polars, en fait. En général, c'est très ancré dans l'actualité ou dans l'histoire contemporaine. Moi, je me souviens, pour parler des plus récents, de ce livre qu'il avait écrit sur le Rwanda, que j'avais trouvé terrifiant, bien sûr, mais aussi extrêmement intéressant, des cancrelats, coups de machette. Voilà, et ça l'avait fait connaître avant cette C'était un très bon livre, et ça, on en reparle évidemment aujourd'hui. Et puis là, on parle alors d'un triptyque, en fait, sur la jeunesse du terrorisme. C'est vraiment le sujet. Alors, il y avait eu La guerre est une ruse. On en avait parlé ici. Voilà, qui a reçu de nombreux prix. De nombreux prix, dont tout récemment le prix du roman noir, le grand prix du roman noir de Beaune, que je lui ai remis de mes blanches mains. Mais oui, je n'étais pas peu fière. Je voulais vous permettre un petit peu de faire jouer votre ego. Ça fait toujours du bien. Oui, j'ai pas remis la même robe du soir que le jour où on l'a remise remis ce prix à Frédéric Paulin. Alors en fait, ce premier volet du triptyque, donc La guerre est une ruse, ça se passait dans les années 90 en Algérie, donc dans la fameuse décennie noire, et ça se terminait en fait par l'attentat du RER au métro Saint-Michel en 1995. Donc c'était déjà l'idée d'aller chercher des origines du terrorisme dans ces années noires de l'Algérie. Et en fait, la figure majeure de ce premier tome, c'était Khaled Kelkal. Et là, Prémisse de la chute, c'est donc le deuxième volet. Ça commence juste après, en 1996. Et la figure qui va être au centre du roman, c'est Zacharias Moussaoui, français comme Kelkal, et qui est lié, lui, aux attentats, on le sait bien, du 11 septembre 2001, même s'il a été arrêté avant par les Américains. Alors cette fois-ci, on va être toujours un peu en Algérie, mais on va être beaucoup en Bosnie, où en fait se sont formés pendant la guerre de l'ex-Yougoslavie en Bosnie de nombreux djihadistes. Et puis en Afghanistan, dans les repères d'Al-Qaïda. Voilà, c'est donc un livre qui mêle cette fois encore à la fois l'histoire et la fiction, des personnages réels, il y en a beaucoup, et des personnages imaginaires, des personnages que Paulin a inventés et qu'on retrouve d'ailleurs d'un livre à l'autre. J'imagine qu'on les trouvera dans le troisième volet du triptyque. Alors, Christine, donc vous nous disiez que vous aviez bien aimé. Oui, donc j'ai déjà tout dit. Oui, bon merci Christine, on va passer au deuxième livre. Non, ça confirme le côté passionnant de la démarche de Frédéric Paulin, c'est-à-dire qu'il nous raconte la grande histoire, cette grande histoire du terrorisme avec un fil conducteur tout à fait époustouflant, mais il n'oublie jamais qu'il est dans la fiction, qu'il a des personnages de fiction à développer, que les personnages réels deviennent une fiction sous sa façon, grâce à sa façon d'écrire. Et puis, ça reste un extraordinaire roman noir, un roman d'espionnage. Et ce que je trouve intéressant dans ce deuxième tome, enfin dans cette deuxième partie, ce deuxième volet, c'est que l'écriture a changé. C'est-à-dire que ce qu'on avait trouvé très intéressant dans le premier, qui était quelque chose de très explicatif, qui avançait avec une certaine lenteur,
et beaucoup de mystères et d'espionnage. Là, on est dans un rythme beaucoup plus vif et toujours cette opposition entre ceux qui ne comprennent rien et qui continuent à s'imaginer que les journalistes sont toujours en retard sur l'information et que les vrais informés, ce sont les gouvernementaux, les réseaux. Et du coup, il en fait quelque chose de tout à fait passionnant, mais d'un rythme très rapide, qui fait que c'est un livre, j'allais dire, facile à lire, mais dans le bon sens du terme. On est passionné, on est dedans, on rate la station de métro, on a envie de terminer. Et c'est ça qui est aussi très passionnant. Et je trouve ils sont rares, les auteurs qui arrivent à donner l'impression que l'écriture est présente, mais pas lourde, et que l'histoire est présente, mais qu'on est toujours dans le roman. Oui, parce qu'en fait, c'est évidemment très documenté, même si, d'après ce qu'il raconte, il n'est pas allé sur place. Par exemple, paraît-il qu'il n'a jamais mis les pieds en Algérie. C'est vrai, c'est ce qu'il dit. Ça m'a beaucoup étonné, parce que quand on lit le premier roman, on est persuadé qu'il connaît très très bien l'Algérie. Donc c'est très documenté, il connaît bien l'histoire, ça l'intéresse beaucoup. Il en propose une lecture, mais cette documentation, d'une certaine manière, elle est invisible, c'est-à-dire qu'elle n'est jamais pesante. Non, jamais. Il veut raconter une histoire, il y a des histoires d'amour, il y a des histoires de séparation, il y a du danger, il y a un côté comme ça, un peu d'un journaliste, un peu James Bond, même par moment. C'est pour ça que c'est intéressant, c'est qu'on ne le prend pas en défaut de raconter n'importe quoi, mais il le raconte d'une manière romanesque. Voilà. Il le raconte de manière romanesque, mais sur le plan historique, c'est absolument passionnant parce qu'effectivement, il montre des choses, alors à travers ses personnages, parce que là, bien sûr, ça l'aide, ces personnages. Notamment, il en a un qui est de la DGSE, qui est d'origine algérienne, qui était envoyé en Algérie dans le premier, là, qui est toujours intéressant. Voilà, qui est très intéressant. Un journaliste aussi, qui, lui, plutôt un journaliste au départ, un peu à la ramasse. Oui, et puis, un garçon qui aurait pu continuer à être dans un journal un journal de province à faire des petites choses et puis qui se retrouve un peu enfin, pas du courage d'ailleurs, il se trouve et par hasard et par volonté au cœur. Un peu guidé par ce Ben Lazar de la DGSE dont je parlais. Oui, c'est pour ça que c'est romanesque. Il va aller en Bosnie, il va aller en Afghanistan, il va faire des rencontres extrêmement intéressantes. Et c'est vrai que ce qui est très intéressant, c'est que, et c'est bien sûr ce que cherche à montrer Frédéric Paulin, c'est qu'en fait, tout l'engrenage en fait du terrorisme, on le voit à l'œuvre, mais à l'époque, ni les rédacs-chefs dans la presse, ni les patrons de la DST ou de la DGSE ne pouvaient imaginer en fait ce qui se passait. D'ailleurs, on regardait beaucoup plus du côté des chiites et de l'Iran que voilà. Oui, c'est drôle de voir à quel point l'aveuglement était grand. Et c'est vrai qu'il se met un petit peu comme nous, avec un regard à la fois d'époque et avec le recul, il laisse beaucoup de place au lecteur aussi, au lecteur de se dire vraiment c'était quand même c'était de l'aveuglement et c'est vraiment intéressant sa manière de faire. Oui, finalement il travaille sur l'histoire comme peut le faire Elroy évidemment d'une manière assez différente, mais c'est aussi une relecture de l'histoire très très personnelle, ou Don Winslow quand il travaille sur le trafic de drogue entre Mexique et avec une modestie qui est la sienne et qui est importante. Voilà, donc, un peu de modestie aussi. Voilà. Donc, si vous n'avez pas encore lu du tout le triptyque, il faut lire les deux. Je pense que c'est vraiment intéressant. On attend le troisième l'année prochaine. Si vous avez lu le premier, vous ne serez pas déçus. Je pense même personnellement, je trouve que Prémices de la chute est encore meilleur. Et pour les raisons que vous avez dites. On reste tendu, mais c'est vrai qu'on a vraiment hâte. Enfin, une année, c'est normal d'attendre un peu une année, ça se mérite. Voilà. Mais vive les éditions Agulot. Voilà. Donc, c'est publié, je crois que je l'avais dit, chez Agulot, qui est une très bonne maison d'édition. Et voilà, donc bravo à Frédéric Paulin, et on attend, nous, avec impatience, le troisième volet de son triptyque. Oui, parce qu'on n'a rien à lire. Non, c'est ça, c'est le problème en ce moment, c'est qu'il n'y a aucun problème du côté de l'édition, pas de surproduction, donc on attend les livres parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors, on va parler de Sandrine Colette.
Mais il y en a plein de bons, c'est ça Oui, le bonheur. Sandrine Colette, Animal, qui paraît chez De Noël. Alors Christine, c'est vous qui nous présentez Sandrine Colette, que vous connaissez très bien. Oui, parce que c'est son 7e livre et j'ai aimé j'aime ces livres, j'aime ces romans noirs qui ne se ressemblent jamais. Elle avait commencé avec Des nœuds d'acier où il y avait un côté huis clos, puis après elle s'est déplacée dans d'autres régions, puis après elle s'est déplacée dans un autre pays, puis après elle s'est déplacée même dans le temps en racontant des histoires qui pourraient se passer demain. Et là encore, avec Animal, elle raconte une autre histoire dans un autre lieu, avec une autre écriture. Et c'est ce que je trouve formidable chez elle, c'est sa façon de se renouveler. Et là, on est entre le Népal et le Kamchatka. Et c'est là aussi un jeu sur les lieux, parce que les lieux sont toujours importants chez elle. On est dans une forêt, et l'histoire commence avec une femme qui va découvrir à 2 nuits de distance un petit garçon et une petite fille qui sont attachés, qui sont en fait un peu comme la chèvre de Monsieur Seguin, des enfants attachés pour attirer les animaux. Et ces 2 enfants qu'elle va emmener avec elle et qu'elle va adopter en quelque sorte seront les 2 héros de ce roman, dont on ne va pas trop raconter l'histoire parce que ce serait un petit peu ennuyeux. Mais il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est le cœur de ce livre, c'est-à-dire 150 pages qui concernent une chasse entre un ours et une femme, ou entre une femme et un ours. Et sans trop révéler de choses, elle aurait pu faire de l'anthropomorphisme et elle en fait une fiction, quelque chose d'extrêmement romanesque et d'une... Enfin, c'est un peu casse-gueule ce qu'elle a fait là. Et à mon avis, elle l'a très bien réussi. Mais est-ce que vous pensez qu'elle l'a réussi, ce moment de 150 pages? Je me demandais, mais quand est-ce qu'elle va me demander mon avis? J'ai compté le nombre de pages. Je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut tenir un lecteur aussi longtemps dans le cœur de ce livre? Donc, alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? J'ai trouvé qu'il y avait un très très beau mystère en fait dans ce livre, qui est d'ailleurs complètement levé à la fin, et c'est ça que j'aime bien, parce que je déteste moi les romans policiers où à la fin on sait vraiment tout jusqu'au moindre détail, il ne reste plus du tout de mystère, oui. C'est toujours triste. Mais à ce point-là, c'est nous laisser comme ça sur... Enfin bref. On le dit pas, mais bon bref. Ça, j'ai trouvé ça extrêmement réussi, et dès le départ de cette jeune femme qui trouve ses 2 enfants dans la forêt, qui va les prendre en charge, etc. Après, effectivement, il y a le morceau principal du livre, c'est une chasse à l'ours, en fait, avec un certain nombre... Ou une chasse à l'homme. Ou une chasse à l'homme, si on veut, ou à la femme. Mais c'est vrai qu'il y a c'est un groupe de chasseurs au Kamchatka, donc dans l'extrême-orient russe, et où il y a énormément d'ours, parce qu'il y a beaucoup de saumon, donc les ours là-bas n'ont pas de problème pour se nourrir. Vous y allez souvent, je crois? Oui, moi tous les week-ends, en fait. Hein. C'est pour ça que j'ai particulièrement apprécié, parce que j'ai regardé ça avec un œil tout à fait averti. Mais bien sûr, et puis on sait que toutes les fourrures qu'il y a dans votre appartement. Voilà, là on arrête là-dessus. Non, ce qui est formidable, c'est que, et c'est là où c'est casse-gueule, en fait, elle se met dans le flux de pensée de l'ours. Ouais. Et donc, on alterne des côtés chasseurs, et notamment de cette femme et de son mari, mais aussi de l'ours. Et ça, c'est magnifiquement réussi. Parce qu'effectivement, on n'est pas dans l'anthropomorphisme, mais elle montre quand même un animal qui est évidemment doué d'intelligence, qui est doué d'intention même, qui réfléchit à ce qu'il fait, qui comprend beaucoup de choses des situations, et c'est vraiment passionnant. Oui, et on est là, il y a quelque chose au niveau à la fois des paysages, de l'animalité, de l'humanité et tout, on est là dans quelque chose d'extrêmement intéressant et dont elle tire un formidable parti. Oui, oui, puis le titre, effectivement, Animal, n'est pas un titre banal, c'est-à-dire qu'elle parle sans arrêt de cette idée de l'homme, de l'animal, d'un enfant qui vient de la forêt, de la façon dont on peut ressentir les choses d'une manière ou d'une autre. Enfin, c'est une espèce de métaphore filée sur tout le livre et qui est extrêmement intéressante, réussie. Et là encore, cette fille, à chaque fois, cette femme, cette romancière, à chaque fois, arrive à trouver d'autres fils, d'autres histoires, tout en restant quand même dans un roman noir et dans une histoire très noire, étonnante. Mais là, on est presque dans le nature writing aussi. Hein, un peu, oui. C'est un très beau livre, donc ce 7e roman de Sandrine Colette, Animal, qui paraît chez De Noël. Et nous allons terminer sur un roman, une traduction sur un roman étranger qui paraît chez Rivage Noir. C'est Stuart Neville, c'est pas complètement un inconnu. Non, et ça s'appelle cette fois-ci « Ceux que nous avons abandonnés ».
et c'est traduit par Fabienne Duvigneau, comme d'habitude d'ailleurs, c'est Fabienne Duvigneau qui a traduit tous les romans de Stuart Neville en français. Alors, Stuart Neville, il est irlandais, vous le savez, il s'est fait connaître avec un premier roman qui est effectivement très irlandais, mais en même est tout à fait remarquable, Les fantômes de Belfast. Puis il y a eu cette série avec le policier Jack Lemmon au centre des livres, donc Collusion, Armes volées, Le silence pour toujours, qui en fait moi j'ai trouvé se sont maintenus, qui étaient tous de oui, parfois avec un peu de violence gratuite, mais vous avez trouvé vous. Oui, mais moi, vous savez, je suis vous êtes une pacifique, pauvre fragile. J'avais un peu moins aimé Ratlines, moi. C'était un roman plus historique, qui était intéressant, mais peut-être en tous les cas sur le plan du roman noir, j'ai trouvé un peu moins intéressant. Bon, ça c'est personnel. Et donc là maintenant, ce que nous avons abandonné. Alors en fait, on oublie Jack Lemmon, il y a deux nouveaux personnages, en fait féminins. Il y a d'abord une policière qui s'appelle Serena Flanagan, et il y a une femme qui travaille en fait avec les délinquants, ce qu'on appelle un agent de probation, donc une auxiliaire de justice, et notamment qui s'occupe d'enfants. Et un peu assistante sociale en fait. Un peu ça, voilà. Paula Cunningham. Donc ces deux personnages sont très intéressants, et on va les voir toutes les deux se pencher sur le cas d'un petit garçon en fait, quand ça commence, s'appelle, alors je ne sais pas du tout comment ça se prononce, parce que l'irlandais, moi je lis en français Ciaran, alors c'est peut-être Cioran ou je sais pas quoi, Divine, bon bref. Cioran quoi. Cioran, oui, voilà les références philosophiques. Et alors en fait, à 12 ans, ce gamin a avoué le meurtre d'ailleurs particulièrement sauvage de son père d'accueil. Parce qu'en fait, ce garçon et son frère aîné, auquel il est très attaché, qui s'appelle Thomas, ils ont perdu d'abord leur père dans un accident, la mère a plongé, n'a pas réussi du tout à dominer la situation, et en fait, elle est morte prématurément également. Donc les deux gamins sont passés de famille d'accueil en centre pour enfants, etc. Et à un moment, donc, ils sont dans une famille d'accueil, et Ciaran, disons comme ça, tue son père d'adoption, et il disculpe en fait son frère Thomas en disant « il était là pendant le meurtre, mais lui n'a rien fait, c'est moi qui ai tout fait ». Donc il va en prison, et le roman commence vraiment 7 ans plus tard, à sa sortie de prison. Et en fait, les deux femmes dont j'ai parlé, la policière et l'agent de probation, sont persuadées qu'en fait, il a couvert son frère et qu'il s'est accusé à sa place. Donc ça va être tout l'objet du livre. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé, Christine ? Moi, j'ai trouvé que la moitié du livre, c'est formidable. C'est effectivement la relation entre les deux frères. Le plus jeune qui cherche toujours l'approbation de son frère aîné, qui cherche toujours à s'approcher de lui, à être avec lui, le grand qui donne l'impression de manipuler sans cesse et qui en même temps montre, il y a énormément de solitude, ces deux femmes qui sont attentives, enfin c'est des femmes comme on aimerait en rencontrer et dans la police et comme assistantes sociales, des femmes assez extraordinaires, bien sûr, oui. Bien sûr. Et cette atmosphère comme ça un peu étrange. Et à un moment, parce que en fait, ce que vous avez raconté, c'est quasiment toute l'histoire du livre. Et à un moment, j'ai trouvé qu'il y avait une sorte pas de répétition, mais que les choses faisaient du surplace. Et que après c'était comme une répétition du début, c'est-à-dire il y aura d'autres meurtres, il y aura d'autres inquiétudes, il y aura de nouveau les frères qui se retrouvent, et j'ai lâché prise complètement en me disant que plus ça allait, plus au contraire on allait vers un grand guignol, un livre qui frôlait la répétition permanente et qui à la fin me laisse totalement froide. Ouais. Mais c'est ça le problème, Christine, c'est que vous n'avez aucune sensibilité. Non, je n'ai pas de cœur. Ah, c'est ça. Vous êtes fait pour les. Et alors surtout quand ce sont des histoires d'enfants, alors là je ne peux même pas comprendre ça. C'est vrai que ça au-dessus de moi. Et moi qui, au contraire, suis un cœur d'artichaut extrêmement sensible, j'ai trouvé que jusqu'au bout, c'était extrêmement intéressant. Je trouve que là, il fait preuve, c'est très différent des précédents, c'est sûr, c'est très différent, d'une subtilité formidable, mais surtout, je ne suis pas d'accord avec vous parce qu'il évolue, ce garçon. C'est-à-dire qu'au départ, quand il sort de prison à 19 ans, c'est encore un enfant de 12 ans. Il n'a pas bougé. Il est complètement scotché à son frère, auquel il obéit au doigt et à l'œil.
Et on va le voir petit à petit, et c'est tout le sujet du livre, ça vient doucement, effectivement, mais jusqu'au bout, c'est intéressant, il évolue. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il se pose la question de « est-ce que j'aime mon frère ou est-ce que je le hais ?» Et non, vraiment, mais oui, moi, j'ai été très touché par ça. C'est dès le début, tout est placé dès le début et on sait exactement vers quoi on va. Et la fin qu'on ne va pas aborder est une fin inévitable. Le second problème avec vous, c'est que vous êtes surdoué. Donc vous savez tout d'avance, vous devinez tout. Ah, mais arrêtez. Non, moi, c'est un livre qui a été gâché à un moment. Il était parfait jusqu'aux 2/3 et après c'est tellement téléphoné. Les deux femmes, c'est deux très beaux personnages. Oui, mais elles donnent tout. L'humanité qu'elles ont, l'acharnement qu'elles mettent à essayer de comprendre. Oui, mais tout est là et vraiment, je sais pas, le tiers du livre. Et la relation entre Cioran et la policière, c'est magnifique aussi. Oui, où on est dans une relation à la fois mère-fils ou presque amoureuse aussi à un moment donné. Mais vous n'avez pas trouvé que de ce livre, il y a un moment où il n'y a plus rien à en attendre? Non, je trouve et qu'à la fin, il plonge, c'est le cas de le dire d'ailleurs, je ne dirai pas pourquoi, mais ça plonge, oui, presque à la limite d'un grand guignol. Alors, écoutez, vous qui nous regardez là, au secours, il faut absolument nous départager. Lisez-le, il faut lire le livre de Stuart Neville, ceux que nous avons abandonnés, puis vous nous direz si vous êtes plutôt du côté de l'insensible Christine, ou plutôt du mien. Ah oui, de l'insensible et du trop sensible. Et du trop, alors voilà, l'hypersensible. Donc ça paraît pour une fois qu'on n'est pas d'accord, c'est bien. Oui, il faut bien. Hein, ça paraît chez Rivage Noir. Donc vous conseillez quand même de le lire ou vous dites aux gens c'est carrément pas la peine Bien sûr que je conseille de le lire, mais écrivez-moi. Très bien. Bon, on va en lire d'autres et puis on se retrouve. Mais il y en a énormément d'autres et des très très bien. Voilà. Bon, donc à très vite. Bye bye. Au revoir. Télérama. Cercle polar. Les dessous du roman noir.